Resto Geek. On a vraiment la belle vie, petit frère. Finish! I am Melania. Je ne suis pas une personne. Hasta luego. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. On a choisi de parler en grand format pour ce nouvel épisode de Burger Games, du coup, de l'impact. Comme il y a le nouveau Zelda, surtout, qui sort dans 2 jours, on s'est dit que ce serait sympa de parler de l'impact qu'a eu la licence en elle-même sur le jeu vidéo depuis sa création, parce que au fur et à mesure du temps, ça reste quand même une licence qui a su se renouveler en termes de gameplay, même graphiquement, et qui a presque chaque épisode, on va dire, laissé sa petite trace dans l'histoire du jeu vidéo. C'est clair. Voilà, on peut attaquer avec le premier jeu. Je vais un peu plus vous laisser la main là-dessus, parce que moi, Zelda, je suis pas aussi à l'aise que vous sur le sujet. J'ai joué qu'à Breath of the Wild et très très rapidement Oracle of Season sur Game Boy, donc mais si on enchaîne avec le premier jeu sorti en 86... Ce que je propose, c'est qu'on passe jeu par jeu, et que le chat, si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas. Même si l'impact que ça a pu avoir sur vous, et sur les jeux auxquels vous avez joué après. Du coup, 86, The Legend of Zelda. Déjà distribué à 6 millions d'exemplaires. Top 6 de la NES. Ouais. Ah ouais. Il le mérite. Ouais. Non, mais en vrai, c'est un jeu assez dingue. Hein. Il était, un monde ouvert vraiment avec énigmes, secrets. Les objets te permettaient de trouver des trucs en brûlant les arbres, en mettant des bombes sur les murs. C'était l'apparition de ce genre de mécanique, et c'était complètement dingue à l'époque. Alors, il y a les gens qui se masturbent en disant « Oh, je fais Dark Souls, c'est dur. » Oh, il est dur le premier Zelda. Jouez à Zelda. Et ensuite, on en discute. Parce que le monde, il est vraiment ouvert et il te dit rien. Ouais, il te dit rien. Et tu peux au pif te balader, j'ai abandonné, aller sur un donjon, tomber sur 4 chevaliers qui sont surpétés, t'as 3 cœurs, et ils t'en flinguent 5 en un coup. Va te faire foutre. Ok. Voilà, donc... D'ailleurs, j'avais vu une vidéo, apparemment, même dans le premier Zelda, si c'est bien dans le premier, même quand tu es dans des donjons dans le noir, si tu balances du feu, du coup, ça fait de la lumière, entre guillemets, aussi. Yep. Ça éclaire tout le tableau. Ça éclaire le tableau momentanément, ouais. Tout à fait. Ouais. Ça, en soi, en termes de mécanique, à l'époque, c'était quand même assez fou aussi, quoi. Le jeu était assez intéressant. Ensuite, on peut citer aussi les trucs que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'apparemment, la légende, c'est Miyamoto qui le dit, qu'il aurait paumé ses clés en forêt, qu'il les aurait cherchées pendant une après-midi, et que du coup, ça leur a inspiré Legend of Zelda. Moi, j'aurais plutôt été en putain, merde, ma voiture. Bref. Du coup... imaginez s'il avait perdu sa femme pendant un accident. C'est clair. Qu'est-ce que ça aurait inspiré? Zelda. Et du coup, donc il y avait une vraie liberté d'ordre sur les donjons, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le concept des objets, du moins pas vraiment, il était prototypique, donc on pouvait les faire dans n'importe quel ordre. Pas de cartes non plus, peut-être, aussi. Il n'y avait pas de cartes? Si, il y avait une carte. Elle était très sympa, mais il y avait une carte. Et surtout, il y avait une carte dans un truc qui s'appelle une boîte, qui était vendue avec le jeu. Ah, oui. On a oublié ça. Je vous jure, ça existe. Quoi, les boîtes? Oui. Avant, tu avais... objets qu'il y avait dans les boîtes. Avant, tu avais même J'en ai une, là, regarde. L'histoire, généralement, du jeu était dans la notice. Ouais. Regarde, tunique. Ah oui, parce que tu commences le jeu, t'as un truc au nord, t'as une grotte, tu rentres dedans, t'as un petit vieux qui dit « It's dangerous to go alone, take this !» donne une épée, et tu fais « ta-na-na-na !» Et puis démarre-toi, quoi. C'est un peu ça. D'ailleurs, apparition de la musique légendaire, en 3 notes. Bref. Le mec en petite anecdote, le mec l'a composé en une nuit. Tout le thème de Zelda. Il a dit vers notes, tu dirais, tiens, ça sonne bien. Alors, de mémoire, je croyais que c'est encore mieux que ça, c'est pas 3 notes, c'est une note. Avec un pitch. Mais c'est une note qui n'arrête pas de bouger. C'est une note à laquelle elle augmente de hauteur, exactement. Je crois qu'il y a une histoire de ralentissement et des trucs comme ça. Mais de mémoire, je crois que c'est une note. Le JDG en a parlé dans une de ses vidéos. Si vous voulez. Ouais, le sample de Zelda 1, c'est genre 8 notes.
De toute façon, C'est rien. c'était pas de la musique en 8 bits. Non, je pense pas. Non. Et de toute façon, je crois que la NES, elle avait un truc genre 4 canaux, 8 canaux. Ouais, Je crois qu'il n'y en avait que 4. Enfin, ouais, c'était pas beaucoup. Donc voilà, donc le 1 était un jeu en soi plus ou moins révolutionnaire que tout le monde s'est arraché. Pour son monde ouvert, ouais. Et sa liberté qui était peut-être un peu Ouais. trop d'ailleurs à l'époque, mais totalement différente des autres jeux. Bah, le truc, c'est que ça changeait aussi beaucoup des jeux d'arcade qui pouvaient jouer sur les consoles avec du scoring, etc. Parce que bah, il y avait une sauvegarde. On pouvait aller voir les copains, Ah oui. dire « Ah, j'en suis là, j'ai C'est vrai, trouvé c'est ça. » le premier jeu avec une sauvegarde. Le premier jeu avec une sauvegarde, ça pour le coup. Est-ce que du coup, est-ce que Nintendo a mis un brevet sur les sauvegardes? A mis une journée sur la pile de sauvegarde. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils ont gardé un brevet sur leur jeu de cartes qui vendaient? En vrai, peut-être, hein, parce que il y a que eux qui ont fait des sauvegardes sur les cartouches. C'est possible. Et après, c'était sur la console directement. Donc ouais, impossible. Hein. Enfin bon. Du coup, bah, on passe à Zelda 2, un an plus tard, vu que Zelda 1, à la base, comme tous les jeux de l'époque, en gros, c'était bon, bah, on fait un jeu et on voit si ça marche. Zelda 1, carton intersidéral, bon, bah, les gars, on fait une suite. Ça change, puisque la partie vue du dessus, c'est uniquement la carte du monde. Et lorsqu'on croise un adversaire encore dans un donjon ou dans un village, on est en vue 2D. Un peu style Kid Icarus. C'est un jeu que j'ai essayé de faire, que j'ai pas fini. Alors, il y a des gens qui disent que c'est un bangers. D'ailleurs, il y a certains jeux indés qui sont sortis, qui sont inspirés de ce jeu-là. Le jeu est dur. Il est vraiment dur. Mais par contre, c'est toujours monde ouvert, un peu plus d'histoire, par contre. On peut discuter avec les gens des villages, tout le bordel. C'est un gros changement qui ne plaira pas. Du coup, ça n'a pas été gardé. C'est genre... ça n'a rien passé. Par contre, c'est quand même un jeu qui introduit comme méchant final, non pas Ganondorf, mais enfin Ganon d'ailleurs, parce que Ganondorf n'existait pas, mais Dark Link pour la première fois, vu que le boss final, voilà, c'est Dark Link. Donc il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, sauf que pas eu beaucoup d'impact, à part quelques jeux indés, comme tu dis. Ouais. C'est ça, voilà. Et du coup, la NES, elle avait le vent en poupe. Mario était sorti, Mario 2 qui sort, Mario 3 qui sort. Alors Mario 2 qui sort, c'est du coup le Mario 2 que nous on n'a pas eu. Mario 3, nous on l'a eu, c'est bien Mario 3 chez nous, mais du coup il y a Doki Doki Panic qui sort en même temps, bref, c'est un peu le bordel, et du coup derrière, la Super NES arrive, et il faut un fer de lance. Qu'est-ce qu'on sort? Un des meilleurs jeux de tous les temps. Et alors là, je déconne pas. Quand les gens me disent que c'est Zelda 64, les gars, arrêtez Zelda 64, jouez à A Link to the Past. C'est l'un des meilleurs Zelda qui ait jamais sorti. Puisque là, du coup, c'est l'introduction de tout l'or de Zelda. Il y a des cinématiques. T'as les cinématiques qui sont dans le jeu et plus dans le livret du jeu. L'histoire n'est plus dans le livret. Il y a un vrai scénario. Link se voit donner un nom pour la première fois. Dans les deux premiers, il n'en avait pas. Ils étaient donnés vite fait dans les livrets. Et encore, je crois que c'était même dans les journaux, ils n'étaient pas donnés un livret. Mais là, A Link to the Past, Link, lorsque tu démarres la partie, son nom, il est donné. Les aventures of Link juste avant aussi. Hein. Oui, mais globalement, là, on lui donne un vrai objectif autre que va te balader dans la pampa. Il y a une princesse, elle se fait capturer, il faut aller la sauver. On a le lore avec la Triforce qui commence à se mettre. Un monde ouvert très similaire au premier, sauf que du coup, les objets font leur véritable apparition avec une véritable utilité. Alors, ce qui en fait est une amélioration du concept de Castlevania 2 pour le coup. Étonnant, hein. Et donc, voilà, avec plein de quêtes secondaires, avec l'utilisation du mode 7 de la console pour donner une impression de profondeur, avec le fait que Link se déplaçait sur 2 plans, parce que du coup, des fois, il pouvait être en haut, des fois, il pouvait être en bas, et les adversaires pouvaient sauter. Enfin, en fait, c'était pas un vrai axe Z, mais il y avait un faux axe Z dans le jeu pour donner vraiment une impression de hauteur et de profondeur, et c'était géré absolument incroyable. Et voilà, niveau scénaristique, c'est un des jeux charnières de la temporalité extrêmement compliquée des The Legend of Zelda. Voilà. Je pense qu'en fait, à la base, ils ne voulaient pas de temporalité, ils ont juste fait des jeux qui étaient tout le temps. Oui, bien sûr. Et du coup, pendant qu'ils développaient ça, ils étaient en train de sortir une petite console qui s'appelle le Game Boy. C'est pour faire plaisir, ça. Pour faire plaisir, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est tout. Donc, la Game Boy. Ne dis pas la Maxime. La Maxine. C'est Maxine ou Maxime, au choix. Donc, Link's Awakening, du coup, qui sort 2 ans plus tard, en 1993, une excellente année pour les jeux vidéo d'ailleurs, et pas que.
Et du coup, Link's Awakening, c'est un jeu expérimental, puisque la Game Boy a été une grosse console expérimentale pour Nintendo. Il y a très peu de jeux réellement. Alors, c'est pas qu'ils n'étaient pas sérieux, j'allais dire sérieux, mais Nintendo a admis qu'ils se servaient de cette console pour tester des trucs. Et comme en même temps, les jeux vidéo commençaient à s'ouvrir au marché américain et européen un petit peu, eux, ils savaient pas trop. Ils se disaient, ouais, mais ça, les joueurs, ils vont pas aimer, alors faut faire des tests. Et ils se servaient de la Game Boy pour ça. Donc, on a une aventure qui est pas dans la temporalité Zelda. On va spoiler parce que le jeu, il a du coup 31 ans. Ouais, je suis teubé, je compte, c'est mon année de naissance, bref. Du coup, le jeu, il a 31 ans et du coup, à la fin, c'est un rêve. Voilà. Donc, le jeu n'a pas de réelle Non, tu place. vas spoiler, enculé. Pardon. Ouais, je sais, tout le monde le sait. Pour rappel, oui, le jeu a 31 ans, mais il y a un remake qui est sorti il y a 2-3 ans. Ouais, mais ça compte pas. Donc tu spoil les gens qui n'ont pas encore acheté le jeu d'il y a 2-3 ans. Peut-être le remake, il déboîte. Ouais, je suis d'accord. Le remake, je suis en train de le faire, il déboîte. Mais il vaut pas 60 balles. Trop cher. Parce que parce que quand tu connais le jeu, tu le finis en genre 8 heures et 60 balles 8 heures, ça fait mal au cul. Par contre, du coup, on a un vrai monde ouvert sur Game Boy. On a l'apparition d'un système à 2 boutons avec l'inventaire qui est super bien géré. Et en plus de ça, c'était une collaboration avec Capcom, ce qui est quand même pas très fréquent de se dire que les mecs qui font Resident Evil et Street Fighter, ils ont fait des Zelda aussi. On y reviendra. Alors, petite anecdote. Là, je vais faire mon monsieur histoire, n'est-ce pas ? Petite anecdote. Il s'avère que Link's Awakening est la version réussie d'un autre jeu expérimental qui a été fait par la boîte qui a fait Zelda, et Link's Awakening, qui s'appelle A Frog from Whom the Bell Toll, dans lequel il y a un prince qui s'appelle Ralph, qu'on retrouvera dans Oracle of Age, puisque c'est un personnage récurrent de leur jeu. Et cette boîte a donc fait ce jeu qui était un espèce de jeu d'aventure qui, quand vous regardez des images du jeu, c'est Link's Awakening, genre à 2000%. Et en fait, c'était un prototype avant d'avoir les licences Zelda, et ça se faisait beaucoup. Ils faisaient des jeux comme, du coup, Rayman 2, il avait un prototype aussi, qui du coup est un jeu dont j'ai perdu le nom, mais qui est un gros jeu de merde. Mais du coup, c'était pour s'entraîner à faire avec une IP qui n'existait pas encore, un jeu avec un moteur 3D balbutiant, et ensuite ils en ont fait un vrai jeu. Là, c'était pareil. Et cette boîte a aussi fait un jeu qui s'appelle Tomato Adventure sur Game Boy Advance, qui, si vous y jouez, ressemble beaucoup à une série de jeux dont ils détiendront les droits plus tard pour faire une licence qui s'appelle Mario et Luigi. Ces gens-là, ils s'appellent Alpha Dream. Voilà. Donc, c'était l'anecdote de la création de Mario et Luigi et de Link's Awakening. C'est ce qui s'appelle avoir eu un impact. Exactement. Ouais. Ensuite, c'est rigolo parce qu'ils ont fait ça pendant des années. Ensuite, on a une période de calme et là, ils sont en train de le refaire. Link's Awakening remake, c'est eux. Là, du coup, jeuxvideo.com a fait un article qui m'a fait mourir de rire où ils disent, vous savez, c'est pas le premier jeu. Ils ont dévoilé la boîte qui a fait Zelda, le prochain Zelda là qui va sortir. Je sais plus, Truc of Wisdom là. Et du coup, maintenant on le sait, c'est la boîte qui a fait Link's Awakening. Non mais les gars, parce que s'il vous plaît, on a vu la charte graphique. Faut pas être un génie pour avoir deviné ça, putain de bordel de merde. Bref. Mais en dehors de ça, ils ont recommencé. Parce que par exemple, Mercury Steam, il leur avait filé je ne sais plus quel jeu en guise de démo. Je crois que c'était un remake d'un Metroid. Et Mercury Steam, c'est eux qui ont fait Metroid Dread. Et du coup, ils sont en train de recommencer à filer des petits projets, soit des remakes, soit des jeux expérimentaux. Et si la boîte fait ses preuves, on lui file une vraie licence Nintendo. C'est classe. Et ça porte ses fruits, en fait. Parce que Nintendo n'a pas toute l'expertise. Eux, ils sont doués pour faire quoi ? Ils sont doués pour faire des Mario et des Zelda. Mais genre, vous ne pouvez pas le voir, mais genre, le poster qu'il y a devant moi, c'est Metroid Dread. Parce que Metroid, c'est la vie. Et du coup, c'est juste... c'est quand on a des gens compétents, de toute façon... Ah bah oui, je suis con, Mercury Steam, le remake, c'était Metroid Samus Returns. Leur jeu d'expérimentation. Oui. Qui est sorti sur 3DS. Et qui est un bangers. Et du coup, comme ils ont remixé le jeu, qu'ils ont fait un truc à leur sauce et que ça a été une tuerie, ils ont dit, OK, vous avez le droit à un nouveau Metroid. Puis, ils n'ont pas déconné, quoi. Les mecs, ils ont fait un jeu... C'était bien, on leur a dit, vous nous faites le nouveau jeu qui est historiquement pertinent dans la suite du lore Metroid. Donc Nintendo file la confiance quand même.
Ouais, c'est clair. Donc là, Link's Awakening, c'était totalement cette histoire-là. Ensuite, Ouais. Oh. la Triforce de la honte. Alors, je pense que si vous voulez avoir des informations là-dessus, allez mater les vidéos de joueurs du grenier parce qu'elles sont très très bien renseignées. Mais oui, la Triforce de la honte, c'est des légendes, c'est incroyable. C'est des jeux que Nintendo ne veut même plus mentionner. Et pourtant, il y avait du concept, hein, parce que du coup, donc Link's Face of Evil et Wand of Gamelon. Donc dans Link's Face of Evil, c'est sur Philippe CDI du coup, ces 3 jeux. Le roi d'Hyrule part en Gamelon pour aller empêcher Ganon, je crois, de faire des conneries, et du coup Link va essayer d'aller le sauver. Dans Zelda, en fait, à la fin, normalement, Link est censé gagner, mais en fait, il se fait piéger par Ganon. Excusez-moi, par Ganon. Et du coup, Zelda part le sauver. Et en fait, c'est des side-scrollers qui sont plus proches de Zelda 2, et l'idée était pas con. Juste que les jeux sont pas top. En fait, les jeux, ils sont pas si nuls que ça, les 2 jeux. C'est juste que les cinématiques sont devenues légendaires, et parce qu'elles sont vraiment dégueulasses pour le coup, et qu'elles ont donné beaucoup de dérivés sur YouTube qui aujourd'hui sont soit des parodies de porno du jeu, soit des YouTube. Enfin, vraiment, c'est parti en sucette. Et Zelda Adventure, par contre, les c'est YouTube, genre, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu parler. ça a été. Je crois que ces 2 jeux, ça a été lors de la naissance des YouTube Poop, ça a été le fer de lance. Et Zelda's Adventure, par contre, c'est un gros jeu de merde. Donc, je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, le JDG est bien plus renseigné que moi. Pour le coup, je sais plein de trucs sur les autres, mais sur celui-là, juste que voilà, apparemment, donc les terrains avaient été faits avec des photos de vacances de l'équipe de création. Les modèles sont dégueulasses parce qu'ils sont pris en. Ouais, c'est des gens pris en photo du dessus. Enfin, c'est modélisé comme Mortal Kombat, mais c'est dégueulasse. La RAM marche pas, le jeu est dégueulasse. Enfin bref, celui-là, par contre, c'est une vraie daube. Et donc, Nintendo a décidé de conchier ces 3 jeux. Jusqu'au jour où on aura une trilogie remake sur Switch. Donc, je pense pas. Bon, en 98, par contre, il sort un petit jeu. Pas attendu du tout. Non, pas c'est connu. pas un petit jeu. C'est le banger de Zelda. Ils ont rien fait de mieux depuis. Si, ils ont fait tout de mieux depuis. Bon, on va quand même pas non plus tout jeter à la poubelle. Donc Zelda Ocarina of Time, qui quand même, oui, il faut le dire, à l'époque où il est sorti, un jeu absolument révolutionnaire. Zelda qui fait la transition à la 3D sur Nintendo 64. Ce qui me fait, moi, me dire à chaque fois qu'un PlayStationiste me dit la PS1, c'était quand même vachement mieux. Oh. Donc, du coup, l'apparition du ciblage Z qui a permis de se repérer dans l'espace, c'est quand même Nintendo qui expliquait que les problèmes de caméra, on les emmerde, c'est nous les boss. Et qu'ils ont breveté, du coup. Et qu'ils ont breveté, du coup. L'apparition d'Epona. Et du coup, ça veut dire qu'il y a tellement de jeux qui l'utilisent. Après, c'est peut-être pas exactement pareil. Mais ensuite, ça a dû changer depuis. Hein. Mais ouais, mais il y a tellement de jeux qui doivent avoir de l'argent. Voilà, alors c'était pas la première fois qu'il y avait un Ocarina et qui pouvait faire des trucs magiques, mais là du coup ils en ont fait l'élément central. L'apparition des Sheikah qui du coup seront très importants bien plus tard dans le lore lorsque du coup on aura The Breath of the Wild. Mais qui auront totalement disparu quand on aura Tears of the Kingdom. Et bon, ça reste un excellent jeu. Le donjon de l'eau est pas si horrible que ça. Le donjon de l'ombre est bien pire. Il se boit comme du petit lait. Mais c'est un jeu qui aujourd'hui est encore speedrunné, qui pour beaucoup est le meilleur jeu du monde. Je ne partage pas cet avis. Oui, mais ça en fait quand même un jeu spécial du fait qu'il y en a beaucoup qui le considèrent comme ça. Je pense qu'il faut temporiser, et sincèrement, parce que moi ce jeu je l'ai eu et j'y joué pendant des années, c'est juste que ce jeu-là, c'est quand même la génération qui a le plus joué aux jeux vidéo, qui a eu accès pile poil à ce moment-là, que ce soit les très jeunes ou les adolescents qui, du coup, bim, Ocarina of Time est sorti. C'est devenu un banger de la force pour tout ça. Aujourd'hui, sincèrement, le jeu est quand même, au final, très linéaire dans son soi-disant monde ouvert. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais quand même, le jeu aujourd'hui, tu y joues, tu y prends plaisir. Il est juste bon, scénaristiquement, il est bon, l'aventure est cool, les énigmes sont cool. Par contre, moi, le truc qui me gêne à chaque fois, c'est les combats qui sont chiants à crever quand on voit Link to the Past à côté. En fait, le jeu perd. Matez la vidéo d'Igor Raptor là-dessus. Voilà. Il a une série qui s'appelle J'ai jamais joué au jeu à l'époque et qui pourrait le découvrir aujourd'hui. Est-ce que c'est jouable?
Enfin, Oui, c'est bien. oui. Non, par contre, je peux, même si du coup, j'ai ce frein par rapport au jeu, tu veux découvrir le jeu vidéo, par pitié, joue à Ocarina of Time. C'est un banger, c'est une légende. Ce jeu-là, c'est un des piliers du jeu vidéo. Par contre, faut pas Sans y jouer lui, sur 3DS. bah, il est très très bien, les mecs, sur Bien sur 3DS. DS. Oh non. Ah, si. Non, Si, non, si, non, c'est non, très bien, il non, corrige Je non. dirais même au contraire, joue-y sur 3DS, parce que du coup, tu Corrige as la certains Master problèmes. Quest. Exactement, tu as plein de problèmes corrigés, tu as l'interface tactile pour l'inventaire. Non, la version 3DS, honnêtement, Ah ouais, pour moi, c'est la justement, meilleure alors, version. Non, moi qui aimais pas cet aspect tactile de merde là, et du coup à chaque fois que je voulais choisir je suis un joueur qui aime. Alors, c'est pas que j'aime pas le tactile, c'est que je trouve que ça apporte en général assez rien dans le fonctionnement des jeux, sauf si c'est un élément central. Le tactile n'est pas un élément central dans Ocarina of Time, donc du coup il a rien à foutre sur 3DS. Bah, t'es pas obligé de t'en servir pour naviguer dans le menu. Hein. Non, mais du coup à chaque fois que tu frôlais un truc, ça te mettait complètement à l'opposé. Ah, Donc ça a enlevé plein de problèmes, d'accord? Ça en a ajouté plein. Le gyroscope, c'est insupportable. ça c'est vrai, par contre. Le gyroscope, moi, ça m'insupporte. Bon, Ça l'est. dans tous les cas, oui, si tu as une 3DS, je t'en prie, par pitié, fais Ocarina of Time. Si c'est Nintendo 64, c'est encore mieux. Ça Non, reste bah, un jeu. Si je le ferai un jour, ce sera Alors, par le Ocarina de la Switch. honnêtement, non, Stalas a tort. Pour moi, la meilleure version, si tu veux jouer à la version classique, c'est la version GameCube. Parce que, 1, la manette est mieux. 2, tu as la Master Quest dedans. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'en fait, il existe 2 versions d'Ocarina of Time. Ocarina of Time et Ocarina of Time Master Quest, qui est en fait la version japonaise du jeu, qui est plus dure, avec plus de monstres, avec plus de défis. Et Ocarina of Time reste un jeu qui est ni facile ni dur. La Master Quest est un peu plus pimentée sans forcément être infaisable. Mais du coup, parlons du Bangers d'après. Majora's Mask. Majora's Mask. Là, on commence à discuter. Donc, c'est la suite directe d'Ocarina of Time et c'est un jeu absolument unique puisque du coup, enfin, unique dans la timeline Zelda, hein, parce que d'autres gens ont fait ça, mais du coup, avec une histoire de boucle temporelle, avec un agenda pour chacun des personnages, sa boucle de gameplay très particulière. Il y a le thème de la mort qui est absolument omniprésent dans le jeu. Le jeu, c'est le plus sombre des jeux Nintendo, je pense. Enfin, quoique Mother est pas mal quand même, hein, mais bref. C'est un des jeux les plus sombres. C'est un des jeux les plus sombres. C'est vrai qu'il y a mieux probablement, mais c'est un des jeux les plus sombres. Du moins, dans l'écosystème Zelda, il fait tâche. Et il y en a beaucoup qui ont flippé. Moi-même, quand j'étais gamin, j'étais fasciné pour ce jeu. C'est pour ça que c'est mon Zelda préféré. Le jeu est juste ouf. Même si du coup, il est très différent du 1, enfin de Ocarina of Time. Et je comprends pourquoi les gens sont un peu plus d'aversion pour ça. C'est pas un peu je crois que c'est... la suite aussi. Hein? C'est la première suite aussi. Non, parce que Zelda 2, c'est la suite du 1. Ah oui, ouais. C'est un des premiers jeux qui introduit le concept de boucle temporelle, c'est ça? Alors, c'est pas tant un des premiers jeux, parce que je crois que Shenmue était déjà sorti, il y a une histoire de gestion du temps. Et... Non, quand je dis boucle temporelle, c'est un truc qui se répète vraiment. Ah oui, je sais pas. Alors, je crois qu'il y a des jeux sur NES ou Super NES. Bah, il y avait déjà. En tout cas, on comment ça s'appelle? Chrono Trigger qui était déjà sorti. Enfin, bref. Mais c'est juste qu'on s'en rappelle. Parce que c'est exactement la même chose. Alors, c'est surtout que pour le coup, c'est une mécanique de boucle temporelle où vraiment la fin du monde nous tombe littéralement sur le pif, quoi. Et lors du dernier jour, genre, tout le monde est en train de se piécer dessus et se dit c'est la fin, on va tous mourir. Donc, dans un jeu cartoony, je t'y attends pas trop, quoi. Non, il y a plein de trucs. Hein, vous pouvez voir ça. Enfin, je vous laisse aller découvrir les vidéos qui en parlent ou découvrir par vous-même. Mais chaque zone de ce jeu est basé sur un état d'acceptation de la mort et c'est juste excellent. Ouais, à ce niveau-là, franchement, c'est assez dingue. Surtout la 4e qui est ma préférée, qui est le vide absolu. Enfin bref, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est une anecdote à Stalas. Ouais, c'est une anecdote à Stalas qui dit que la chanson de la dernière région, justement, alors t'as noté, c'est un palindrome. Le titre de la chanson, du coup. Non, la chanson est un palindrome. Non, les notes. Genre, si ça fait do, ré, mi, fa, sol, c'est pas une chanson d'ailleurs. ça ferait do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Mais ça se dit palindrome dans le cadre musical? Oui. Je sais pas. Un palindrome, c'est quelque chose qui peut être lu dans les deux, qui peut être lu dans les deux sens. Ouais, donc, mais je crois que ça se limite à la langue. Okay. Vous avez compris le concept. Même si ça se dit pas, on comprend bien le concept. Mais donc en fait, c'est exactement ça. Les premières notes de la musique, c'est vous les retrouvez à l'envers à la fin, et etc. J'ai pas réussi à écouter la musique en même temps dans les deux sens, mais du peu que j'ai réussi à écouter, ça se mariait bien effectivement.
Enfin bon, on va pas tergiverser, ce jeu-là est absolument incroyable, autant que Ocarina of Time pour sa portée historique. Hein. Le truc, c'est que du coup, forcément, vu qu'il est sorti après, il était moins historique. Mais il est mieux pour une seule raison, la cartouche était dorée et pas celle de 64. Bref, Par contre, j'avoue, donc, j'ai très peu d'idées de jeux que ça a inspiré parce que j'ai pas trop retrouvé ça dans le bout de jeu. Alors je les ai pas fait. Et pas Majora's beaucoup de jeux. Ouais. Ah non, c'est un concept assez unique et Ouais, personne. c'est ça. Hein. Le truc, c'est qu'il est... il est unique pour le coup. Non, mais il est unique, hein, il n'y a pas particulier. de souci. C'est un peu l'enfant bâtard de Nintendo qui s'est dit on va tenter des trucs de fou. Ils ont fait oh putain, on était peut-être un peu chaud là. Ouais, mais en termes d'impact, celui-là, je trouve qu'il a un œil un peu moins. Pour moi, le seul qui lui arrive à la cheville, c'est Kirby qui se dit on va faire des trucs tout roses, tout mignons, et à la fin du jeu, on va affronter un des enfants de Satan à Lego. Enfin bref. Donc. Digne héritier de South Park. Il y a un peu de ça. Ouais. En 2001, un an plus tard, sort une duologie de jeux qui était censée être une trilogie développée par Capcom sur Game Boy Color. Les Oracle of Season et Oracle of Age. C'est là qu'on va entendre Kessis. Non. Vas-y, Kestis. J'ai une autre anecdote sur ça d'ailleurs. Vas-y, balance. J'ai une anecdote sur la Triforce, mais j'attendrai peut-être la fin. Le premier donjon d'Oracle of Season, il fait très fortement référence au premier donjon de The Legend of Zelda sur NES. Alors en fait, c'est une excellente remarque, et en fait, il faut savoir que c'est pas que le premier. Tous. En fait, tous les donjons de Season sont des remakes des donjons. D'ailleurs, le premier boss du donjon de Season, c'est un dragon, qui est le boss du premier donjon. Le deuxième, c'est Goma, qui du coup est le boss du deuxième donjon, etc. etc. C'est que les refs. Alors, étrangement, pourquoi il n'y a que Season qui fait ça. Edge, il est parti dans un autre délire. Parce que Edge, il est meilleur. Bon, moi, je préfère Season, mais je pense que c'est parce qu'en gros, mon frère et moi, on avait chacun une version, et Season, c'était ma version, donc mon avis... Ouais, voilà, moi, c'est pour ça, c'est pareil aussi. Mais du coup, je me souviens que ma tante nous avait offert ces jeux à tous les deux. Du coup, on avait les deux jeux. Et pendant un été complet, on a passé l'été complet à le faire. Et chose intéressante, c'est que quand on finissait le jeu, on pouvait échanger les cartouches avec un code et refaire l'aventure de l'autre jeu avec des trucs supplémentaires, une mécanique de gameplay qui apparaissait, qui était les anneaux, qui était très peu travaillée dans le jeu de base, mais du coup était plus utile dans la suite. Et du coup, derrière, il y avait Zelda qui apparaissait, la fin n'était pas la même, on avait une vraie fin du jeu avec un boss supplémentaire, enfin, c'était un truc de fifou. Et du coup, c'est une duologie, et les jeux sont juste très bon. Les objets sont vraiment cool. Il y a un système de compagnons que tu peux récupérer. En plus de ça, en fonction de ce que tu fais dans le jeu, tu peux récupérer de manière définitive un des 3 compagnons. Et du coup, certaines zones du jeu vont changer de manière définitive pour que tu puisses utiliser ton compagnon dedans. Les méchants des histoires, à part le boss final, les méchants sont des méchants qui sont uniques dans tous les Zelda, là où on en a plusieurs qui sont revenus comme... Vaati, c'est ça qu'il s'appelle. Vaati, il est revenu plusieurs fois, mais là, du coup, c'est pas lui. Les méchants, c'est Onox et Veran. Et du coup, ces deux méchants-là sont vraiment uniques. Donc, en fait, ces deux jeux, ils sont dans un petit microcosme. Ils sont c'est des jeux Game Boy, quoi, de toute façon. Ouais, exactement. Les jeux test. Et en vrai, pour le coup, ils sont juste ouf, ces deux jeux. Je tuerais... J'avais peut-être, je sais pas, 7-8 ans quand j'ai eu Oracle of Season, et en vrai, j'avais eu que Pokémon en référence de jeux sur un Game Boy, c'était très différent. Et en vrai, ça devait être mon premier Zelda et mon premier peut-être RPG. Et c'est vrai que je galérais vraiment à comprendre vraiment où aller ou quoi faire sur ce jeu-là. Et ça me dégoûte un petit peu. Tu vois, mais fallait lire, mon petit Kestis. J'espère. Ah non, mais quand t'as 7-8 ans, c'est pas simple. Hein. Quand on voit qu'ils ont essayé de faire un... Quand on peut jouer sur Nintendo Switch Online, il me semble. Ouais. Et ce qui me dit que on n'aura peut-être pas de remake type Awakening sur Oracle of Age et Season. Alors que ça aurait été sympa qu'on ait une duologie, une cartouche, avec Season and Age remake, et pas les codes, pas besoin des codes, pas besoin des emblèmes. Je pense que si, parce que de mémoire, Nintendo était parti pour faire un nouveau jeu, un remake, un nouveau jeu, un remake. Donc il y a un moment, quand ils vont faire des remakes, il va passer. Hein. Ah, s'il y passe, honnêtement, ça je suis chaud. Je les refais, ces jeux. Ils sont vraiment cool. Même si je pense que le suivant risque d'être Wind Waker. Même si, en fait, là, on vient d'avoir 2 nouveaux, du coup. TOTK et Cause of Wisdom. Donc, mais bon, je pense qu'ils ont... Non, il y a eu Awakening entre-temps. Non. Breath of the Wild, Awakening, TOTK et Cause of Wisdom.
Et Ah oui, Skyward tu Sword, parles de il est celui qui va sorti. sortir, True Story, bro. Oui, bah c'est pareil, ils vont peut-être sortir de remake d'un coup. Oui, oui. De Ou toute alors ils façon, considèrent que. Nintendo, Ubisoft, c'est les pros pour avoir des projets sous le coude, donc personne n'a entendu parler. Enfin, si, il y a quelques leaks qui tombent sur Internet, mais ça sort pas trop, quoi. ça sort pas trop. Et d'un coup, ils disent Eh ben, on a fait le remake de Metroid Prime, il est disponible après le live. Hein, quoi Voilà. Trop putain, c'est dingue. Enfin bon, derrière ça, en 2002, un an plus tard sur GameCube, sort ironiquement le premier jeu de la GameCube de la série Zelda, qui est Zelda Four Swords. Je sais pas, je l'ai pas fait. C'est un jeu qui pouvait jouer à 4, mais il fallait un petit une tab, espèce je de crois. remake sur DS, mais je m'en souviens plus trop. Il y avait un jeu pour les 20 ans, je sais pas quoi, qui était téléchargeable sur la DS et qui est pas retrouvable. Et je dois l'avoir. Oui, alors, le truc, en effet, tu viens de me rappeler un truc, c'est que ma chère et tendre m'a montré qu'elle avait eu ce jeu, je ne savais pas qu'il existait. Donc, Oui. depuis toutes ces années, j'aurais pu faire Four Swords et je ne l'ai jamais fait. Du coup, je ne peux même pas vous expliquer le niveau de haine qui est contenu dans mon corps. Et c'est surtout que parce qu'il Ah, était t'inquiète pas, je pense pas que t'aies raté il- grand chose. il- Il est toujours sur ta 3DS Pourquoi Four Swords. Putain, Pourquoi elle s'en bat les couilles, frère. Bah ouais. il était téléchargeable que pendant un certain temps de mémoire. Ouais, mais alors ça, par contre, c'est quoi leur problème, Nintendo? C'est quoi leur souci? Ouais. Sans déconner. Ils ont peur de perdre des codes sources. Non, que c'est Sinon, il faut que j'émule, quoi, au bout d'un moment. un Mais jeu c'est lourd. éphémère. C'est vrai lourd, que c'est lourd de devoir être basé sur l'illégalité pour jouer à un jeu auquel on ne peut plus jouer aujourd'hui, quoi. C'est relou. Parce que je suis sûr, je vais sur Amazon, Four Swords, il est à 400 balles, quoi. Ah, elle vérifie. Si ça, c'est pas une chérie d'amour. Alors, Sinon, je Four Sword Anniversary Edition. Je crois qu'elle me l'a montré. Tu l'as? Putain. Par contre, ton fond d'écran, c'est un truc des enfers. Hein. Je le vois, le Sonic, le Sonic Boom. Mais c'était mieux que le truc avec rien. On enchaîne sur The Wind Waker, du coup. Pardon. Ouais, alors là, par contre, c'est un vrai jeu. Wind Waker, c'est un jeu. Oh, putain, je vais te piquer ta 3DS pendant genre 3 semaines. Elle l'a. Je vais le faire. Alors, donc, là, pour le coup, c'était l'apparition de Vati. Parce que du coup, dans The Minish Cap, il y avait Vati aussi. Mais c'est dans Force Sword qu'il est apparu. Et The Wind Waker, qui est la deuxième utilisation mondiale du cel shading, qui va crever. Et donc, du coup, la deuxième utilisation mondiale du cel shading, après Jet Set Radio sur Dreamcast, un style graphique qui a fait clairement polémique. Mais aujourd'hui, quand tu joues à Wind Waker, tu fais « Oh, c'est beau !» Quand tu joues aux autres jeux qui sont sortis à la même époque, tu fais « Ah, c'est moche !» Je veux dire, Toon Link est sur Smash, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il a été adoubé. Donc, ils sont. Moi, je trouve que les Zelda, ils vieillissent relativement bien, quel que soit le jeu. Oui. Sauf Twilight Princess. En vrai, les jeux Nintendo, globalement, vrai que vieillissent ça, bien. Parce qu'ils se sont pas lancés dans la course à l'innovation sur la partie graphique. Non. Donc, d'un autre côté, du coup, ils sont un peu en retard sur ce truc-là, et c'est pas eux qui innovent. Mais de l'autre côté, ils font des trucs quand ça tourne bien. En fait, ils veulent que le jeu soit marrant d'un point de vue gameplay, d'un point de vue awaventure, etc. Et Bah, en fait, c'est comme jouer à un jeu indé. Du premier, c'était lequel, le premier jeu sur Game Boy dont on a parlé, Zelda Awakening, ouais, où ils se sont rendus compte que l'histoire était plus importante que ce que tu racontais dedans était plus important que les graphismes. Ouais. Et du coup, je pense que ça vient clairement de là. Mais ouais, bah, c'est ce qui s'est passé notamment avec les Legend of Mana, où même moi j'ai chialé devant ma Game Boy sur Legend of Mana, alors que c'est dégueulasse. Mais parce que quand tu es dans le jeu, que tu joues au jeu, que tu es impliqué émotionnellement dans ton personnage et qu'au bout d'un moment on te sort une scène triste, même si c'est en vieux pixel dégueulasse, t'en fous, t'es dedans. C'est clair. Et du coup, The Wind Waker, tout le monde a vécu la même chose, puisque du coup, tout le monde a vécu le délire de Tetra, et tout le monde avait les glandes. Par contre, la quête de fin, tout le monde a détesté cette quête à la con. Mais quand même, c'est la première fois, je crois, qu'on a un combat où on ne finit pas versus Ganondorf. Enfin, Ganon, pardon. On a fini contre Ganondorf. Il n'y a pas Ganon dans ce jeu-là. À skip, la fin aurait été rushée. À skip. Mais apparemment, c'était l'ère GameCube, c'était compliqué. Parce que Sunshine aussi, il a été
il a été rushé. Ouais. Donc, Alors avec, je m'en souviens plus. Je l'ai fait il y a tellement longtemps que. Enfin, j'ai terminé il y a tellement longtemps. en tout cas, En tout c'était, cas, ce sera le seul jeu qui aura peut-être fait vendre la Wii U. ouais, Dur. pour le coup, c'est vrai. Hein. Donc, c'était un jeu GameCube. J'aimerais comme bien le- avoir les chiffres de la Wii U et les chiffres de Wind Waker. Ouais. Comme Twilight Princess hein, aussi. Hein. Ouais, sauf que lui, il était sur deux en même temps. C'était la C'était avant. C'était la toute première apparition du roi Daphné Snorensen Hyrule, à l'écran, bien sûr. C'est un personnage de lore qui est devenu ultra important aujourd'hui, surtout qu'il a été adopté dans Hyrule Warriors. Donc, le côté bateau et tout le bordel, c'était vachement cool. Pour le coup, là, ils ont tenté de faire un monde ouvert, mais qui était différent, et ça marchait bien. Même si, au final, quand on se rend compte, en fait, la mer, elle est vachement vide. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, on s'en fout. Ensuite, par contre, l'année d'après, il y a un de mes Zelda préférés qui sort, c'est The Minish Cap. Putain, quel jeu de fou. Merde. The Minish Cap sur Game Boy Advance, c'est un jeu trop bien. Il y a plein de monstres qui ont été créés dedans et qui ont été réutilisés, qui ont été créés dans The Wind Waker, qui ont été réutilisés dans The Minish Cap et qui seront réutilisés pour la suite. Réapparition de Vati, un super jeu portable qui, pour le coup, fait partie des grands délires des consoles portables. C'est-à-dire, du coup, un jeu qui. Oui, je pense qu'on aura un remake dans pas longtemps. Ah, ce serait cool, hein. Dans les mêmes graphismes que Echoes of Wisdom et. S'ils Ça pouvaient serait juste foutre en l'air, retweaker un peu le système des médaillons, parce que les quêtes finales pour avoir les derniers quarts de cœur, elles étaient ignobles. Mais c'est tout. Et Force on Adventure ensuite, qui était du coup une espèce de suite à Force Sword. Le problème, c'est qu'il avait le même problème que Force Sword, c'est-à-dire que du coup, il avait un problème supplémentaire, c'est qu'il fallait une GBA pour y jouer. Et il fallait de quoi brancher sa GBA à sa GameCube. Et il fallait un multitap GBA pour pouvoir y jouer à 4. Genre, au bout d'un moment, tu peux faire ça qu'au Japon, parce que tous ces accessoires-là, en France, ils n'ont jamais été vendus. Donc en fait. Mais il coûtait un bras. Exactement, ça coûtait un bras, donc quasiment personne n'y a joué. Je sais que Nintendo, ils ont été habitués tout au long de la création à sortir des trucs un peu expérimentaux comme ça. Mais là, malheureusement, sur une série aussi importante, c'était un peu dommageable parce qu'au final, très peu de gens ont pu jouer à Force Adventure. Et ensuite, en 2006, la Wii était sortie. Par contre, tu avais quand même un truc qui était vraiment sympa et qu'on a peu dans les modes multijoueurs maintenant. Mais, enfin, ça dépend en fait, des jeux. Mais qu'on a peu dans certains modes multijoueurs de Nintendo, c'est que vu que tu étais sur un écran séparé, tu pouvais aller dans l'endroit que tu voulais par rapport à celui qui jouait sur la GameCube. Tu pouvais rentrer dans une grotte alors que l'autre, il était en train de faire autre chose. Ça, c'était très cool. Donc vraiment plutôt cool. Tu jouais sur le même jeu en quelque sorte, mais à deux endroits différents. C'était une espèce de MMO local. C'est un nouveau concept. On a décidé de créer un concept, le MMO local. En soi, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. T'aurais pu faire des bons trucs de gameplay. Mais du coup, seul, t'aurais pas pu le faire. Ouais, c'est clair. L'année d'après, c'est Twilight Princess qui sort avec l'avènement de la Wii, mais du coup, comme le sera la soi-disant exclue d'après, c'est pas une exclue, puisque du coup, il sort sur GameCube et sur Wii. J'ai encore une anecdote que j'ai trouvée que je trouve drôle. C'est qu'apparemment, le boss final de Twilight Princess, c'est Ganondorf, bien entendu. Oui. Et apparemment, si tu sors ta canne à pêche pendant le combat, oui, ça marche. Le boss se fixe sur le bout de la canne à pêche. Et sache que dans Skyward Sword, si tu sors le filet à papillon, l'incarnation du néant, elle regarde le filet à papillon plutôt que de t'attaquer. Il fallait me le dire quand on l'a fait. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans ce délire-là sur ces deux jeux. Du coup, Twilight Princess sur Wii se joue avec la Wiimote aussi, enfin au niveau des mouvements et tout. Oui. Ouais, mais il n'y a pas encore le super truc de mouvement. Du coup, en fait, c'est juste Ou Link, du coup, devient droit. Ah, j'étais ça et la découverte de ma sexualité, c'était waouh. Donc du coup, c'était c'est un jeu qui aujourd'hui, à l'époque, tout le monde disait c'était un jeu incroyable et tout. Moi, j'ai toujours trouvé, il est sympa, il est joli, mais j'ai trouvé plutôt chiant en fait. En fait, c'est que il est bien à faire la première fois, mais ensuite à refaire, j'ai pas envie.
Moi, j'ai décroché les Zelda à partir de lui, hein, et j'ai pas réussi à raccrocher depuis. Parce que je me suis dit, c'est un Ocarina of Time en 30 fois moins bien. Alors, j'ai descendu Ocarina of Time, mais pour le coup, je suis complètement d'accord avec Stalas. Parce qu'il y a des trucs bizarres du type des objets pas vraiment utiles, comme le double grappin. Bah, tu as un grappin, ensuite tu en as un deuxième. Voilà, il y a des objets très classiques. Ensuite, voilà, le seul intérêt, c'est. Il y a deux intérêts pour moi, Twilight Princess. Un, le jeu essaie de se donner une ambiance plus dark. Et il faut dire que l'ambiance et le côté transformation en loup et tout sont assez cool. Il y a des variations de gameplay qui rendent le jeu un peu intéressant. Le scénario est cool. Sont sympas aussi. Ouais, c'est juste que ça arrive sur le tard et genre vraiment, c'est un peu chiant. Et par contre, le deuxième intérêt, c'est le manga. Le manga, il déboîte. Genre vraiment, il est excellent. Et bah, si on n'avait pas eu le jeu, on l'aurait pas. Donc bon, on fait le tournoi. Les mangas Dragon Ball. Oui, les mangas Dragon Ball sont des bangers, lisez-les. Ouais. Mais sinon, ceux de Legend of Zelda sont aussi très bons. Ouais, ils sont très très bons. Surtout celui de Majora's Mask. Ouais, on est d'accord. Et du coup, le truc, c'est que faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est pas un mauvais jeu, loin de là. C'est un bon jeu. Oui, mais contrairement au reste de la série, il n'est pas excellent, quoi. Un peu comme le suivant, c'est-à-dire Phantom Hourglass qui sort l'année d'après, qui est un sur DS, qui pour le coup est la suite de Wind Waker. J'ai craché dessus aussi d'ailleurs. Bon, je vais laisser Thibaut en parler parce qu'il en parlera mieux que moi. Avec moi, je l'ai trouvé un peu moyen, genre moyen plus même. Hein. C'est tout. Bon, en vrai, moi, ça va pas déranger. Il y avait un bon gameplay au stylet. Et j'avais joué, je sais pas quel autre jeu j'avais fait au stylet, mais ça me dérangeait pas et tu faisais toutes tes actions avec le stylet et je trouvais que c'était plutôt sympa. D'ailleurs, beaucoup de jeux mobiles ont ce principe-là maintenant actuellement. Puis j'en ai pas un mauvais souvenir. Moi, j'ai bien aimé. J'ai même fait la suite Spirit Tracks que j'ai moins aimé par contre. Je me rappelle que il m'avait fait un peu plus chier. C'est rigolo parce que moi, c'est l'inverse. Spirit Tracks, j'ai surkiffé. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas fini Wind Waker parce que sauvegarde corrompue, donc un peu triste. Il faudrait que je le refasse. Mon frère est prêt à me reprêter le jeu pour que je le fasse une fois en live, donc on se fera ça un jour. Mais du coup, j'ai fait Phantom Hourglass et j'avais bien aimé. Ils avaient, en fait, comme sur Game Boy, ils avaient trouvé le truc de tu pouvais naviguer en mer, faire plein de choses sur la mer, et après tu chargeais l'île par étape, enfin par plan de map, comme ça se faisait beaucoup sur DS à l'époque, pour pouvoir naviguer un peu partout. Donc moi, bon jeu en vrai, hein. Et surtout qui exploitait pas mal le tactile, ce qui va du coup faire chier Stalas, mais ah ouais, non, moi clairement la 3DS, c'était pas un si bon truc que ça. Hein. Moi, vous me voyez avec Pokémon Diamant, Pokémon Diamant et Platine, mon écran tactile, il était propre. Hein. Je jouais à la croix directionnelle. Hein. Ouais, je vois. Donc voilà. Mais du coup, la suite, c'était Spirit Tracks, il me semble. Oui. Et celui-là, on n'était plus sur l'eau. Je crois que c'était aussi une suite, mais qui se passait 100 ans plus tard, ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, c'est ça, en gros. Ou peut-être plus, mais qui se passait plus tard. Et au lieu, et du coup, l'eau avait disparu. Et du coup, on se baladait en train. Ils ont tiré la chasse. Ouais, je suis même pas sûr d'avoir fini. En fait, comme Phantom Hourglass, moi je trouvais que la déception, c'était que dans le jeu était assez similaire. Wind Waker, tu pouvais te balader comme tu voulais. Et en fait, dans Phantom Hourglass, en gros, tu traçais un truc et ensuite tu pouvais pas vraiment te déplacer comme tu voulais, c'était chiant. Et dans Spirit Tracks, ils se sont dit, ok, bon, on peut pas se faire un monde ouvert sur DS, ce serait trop chiant. Du coup, on va faire un semi-monde ouvert. Et dans Spirit Tracks, ils sont partis là-dedans en se disant, autant en faire un gameplay, quoi. Avec le principe de diriger ton train. Dans Phantom Hourglass, hein. Oui, je sais, sauf que du coup, comme tout était ouvert, en fait, t'avais pas d'intérêt. C'est-à-dire que du coup, si tu étais tout le temps le même trajet, tu faisais des zigzags, ça servait à rien, quoi. Alors que là, dans Spirit Tracks, ils ont décidé d'en faire quelque chose de plus travaillé, de plus efficace, en fait. Et il y avait le fait de retrouver les sages, t'avais le retour dans la musique, le scénario qui était cool, celle-là qui était morte, putain, c'était quand même vachement cool. Le fait que du coup, t'avais son armure à se balader et tout, c'était super rigolo, je trouvais. Tu pouvais faire des trucs avec l'armure, il y avait plein de trucs intéressants.
Ma version FF. Moi, j'ai trouvé beaucoup mieux, genre vraiment beaucoup mieux. Faudrait que je le refasse. Je suis pas sûr de l'avoir terminé. En fait. Je l'ai pas fini, par contre. Je l'ai pas fini. Je ne sais même pas quel boss final. Et ben ensuite, par contre, en 2011, on a El Famoso, le grand, l'incroyable, très controversé Skyward Sword, qui est aussi scénaristiquement impactant qu'il a divisé sa communauté, quoi. Mais je trouve qu'il a quand même tout ce qui a fait le succès de Breath of the Wild après. Enfin, une bonne partie de ce qui a fait le succès de Breath of the Wild après. Moi, je l'ai bien aimé, ce jeu. Pour moi moi aussi, hein. Alors, déjà, je l'ai refait sur Wii. Ouais. Alors ça, par contre, j'aurais pas refait ça. Mais donc déjà, alors franchement, avec des série. piles assez chargées que tu changes toutes les 2 heures, ça passe. Ok. Et la Wii Motion Plus. Déjà, c'est le premier jeu chronologiquement de la série. Donc, on découvre le Link avant qu'il soit le héros du temps, la Zelda avant qu'elle soit la princesse, et Ganon alors qu'il n'existe même pas. Donc, du coup, c'est assez dingue, en vrai, scénaristiquement. Pour moi, le plus gros défaut de ce jeu, c'est il n'aide vraiment pas à te donner envie de jouer. Parce qu'il te dit tout le temps, pas là-bas, pas là-bas. T'es allé là-bas? Merci. Maintenant, va là-bas. Maintenant, va là-bas. Il y a un cœur par terre. Tu sais que ces fleurs-là peuvent te donner un cœur? Genre, au secours. Et le problème, c'est que tout le lore incroyable, il arrive dans les 3 dernières heures du jeu, pour un jeu qui en dure 25. Ouais, c'est pas faux. Moi, c'était ça le problème du jeu. C'est que le jeu me donnait pas envie de le continuer. J'avais envie de le finir parce que, en fait, truc con, mais moi qui me tiens énormément au courant des sorties, c'était à Noël. Mon frère me tend un truc, je devine que c'est un jeu vidéo. J'ouvre. En plus, c'est le 25e anniversaire. Non, mais il sort le truc, il me sort l'édition 25e anniversaire avec le CD musical dedans et tout bordel. Et je regarde, mais vraiment des grands yeux, il fait quoi, il y a un problème, tu l'as? Je fais non, je savais même pas qu'il y avait un nouveau Zelda. et du coup, pour le coup, j'étais content, j'étais méga content, quoi. En plus, il était vendu avec le Wii Motion Plus. Et là, pour le coup, ça, c'est un truc qui a été critiqué, mais moi, je trouve que le système de combat, il est génial. Ouais, je le trouve incroyable. Parce que d'ailleurs, ils l'ont repris dans Breath of the Wild. Ah mais exactement. Dans Zelda 64, et moi, attendre un Stalfos qu'il attende 5 heures, qu'il ait fini de tourner autour de toi et qu'il baisse son putain de bouclier, alors que là, l'intérêt, justement, c'est d'attendre et de faire en sorte que ton mouvement soit le bon, notamment, par exemple, les espèces d'hydres, là, qui mettent leur tête, je trouve que c'est un super bon exemple de gameplay, qui mettent leur tête au bon endroit, ou l'espèce de Stalfos géant avec toutes ces armes-là, en fait, c'est un système de combat vraiment technique. En fait, c'était beaucoup guidé. Mais il y a des endroits, en fait, tu avais quand même des trucs avec le gameplay comme ce truc-là, où tu comprenais tout seul qu'il fallait faire tes coups dans un sens ou dans l'autre. Ouais, bien sûr. Enfin, il y avait quand même. Il y avait un premier truc de liberté, mais tu étais encore quand même guidé. Faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais tu avais quand même le côté libre, mais je trouve qu'il était un peu moins que dans Wind Waker, dans le ciel, parce que tu avais moins d'îles. Tu pouvais te balader quand même sur plein d'îles. J'ai pas trouvé ça si gênant que ça. Je trouvais l'idée sympa. Puis non, mais t'avais pas grand-chose à faire, quoi. Ouais, c'est vrai. T'avais un café à la citrouille à ramener, je sais pas quoi, là, et t'avais pas grand-chose à faire. Après l'histoire de 64, enfin de Zelda Ocarina of Time, qui a été la première à parler un peu des dieux, dans celui-là, il y a une vraie importance de la Decilia. Scénaristiquement, ils ont vraiment essayé de commencer à faire un truc sérieux avec le lore. Et globalement, en effet, je suis d'accord avec Tipo, commençait à y avoir un espèce de début de Breath of the Wild. En plus de ça, ils ont essayé de faire un système RPG avec de l'amélioration d'équipement, ce qui pour moi était vraiment cool dans Zelda, parce que c'était pas le système d'équipement chiant avec plein de stats et tout. Non, c'était avec quelques niveaux d'équipement, c'était vraiment bien travaillé. Toutes les évolutions étaient impactantes. Tu avais le bouclier qui se régénérait tout seul, à partir du moment où je l'achète, moi je n'ai plus jamais rien utilisé d'autre. Et voilà, du coup, le seul truc qui est chiant, c'est que Faye existe maintenant, et c'est un perso qui pour moi aurait pu être très cool, mais comme ce jeu est un immense tutoriel de 25 heures, en fait tout le monde s'en souvient parce qu'elle pétait les burnes, quoi. Comme Navi. Non, Navi a été pire. Ouais, ça accélère un petit peu les gaz pour les derniers jeux après. A Link Between Worlds, qui malheureusement n'a pas fait tant d'impact que ça, c'est les 2 jeux sur 3DS n'ont pas fait beaucoup d'impact alors qu'ils sont extrêmement bien. Triforce Heroes, je comprends. Triforce Heroes, je l'ai moins aimé. Par contre, Between Worlds, il est incroyable. Tu passes sur les murs, etc. Ah ouais.
Ils se sont dit, on va reprendre Zelda, on va mettre une mécanique de se balader sur les murs. Venez les gars, on refait le gameplay. Tu as un objet qui te permet de générer des colonnes de sable et en fait, essaie de réfléchir si tu t'en sers. Génère une colonne de sable, ensuite mets-toi sur le mur et commence à te déplacer. En fait, ils ont repensé l'environnement en 3D et c'était juste génial. Ils ont utilisé le fait que la console puisse faire de la 3D pour faire différents plans de caméra. Il y a ce système de trouver des améliorations pour ton épée, pour ton bouclier. Il y a du vrai lore en plus, avec une révélation à la fin sur certains des personnages qui, moi, m'a vraiment en mode « Oh putain, je m'y attendais pas ». Ce jeu, il est vraiment excellent. C'est un jeu qui ne mérite pas d'être perdu sur une console qui, malheureusement, aujourd'hui est morte. D'ailleurs, j'aimerais bien me le racheter parce que je n'avais plus la carte de jeu. Donc, j'aimerais bien... c'est un excellent jeu. Voilà. Triforce Heroes, il est bien. Le défaut pour moi, c'est que les jeux multijoueurs, souvent, le truc, c'est qu'en fait, c'est un jeu multijoueur que tu peux faire tout seul. Oui. Mais en gros, tu dois te balader 2 totems en bois de tes compagnons qui n'existent pas et c'est méga chiant parce que du coup, tu dois les placer sur des interrupteurs tout le temps, c'est insupportable. En vrai, avec des potes, je suis sûr c'est marrant, mais c'est comme Metroid Fédération de Force, quoi. Les jeux, ils ont été trop pensés pour le multijoueur, pour une console qui était faite pour le nomade, et même si jouer en ligne, ça se faisait, c'était pas le truc le plus top. Ah oui, c'est ça, j'ai que Link's Awakening World. Ouais. Bon, ensuite, l'éléphant dans la pièce. Hein. Breath of the Wild. Ah, le jeu avec lequel j'ai essayé de renouer avec j'ai joué, enfin le seul Zelda auquel j'ai joué vraiment. C'était un jeu sympa, voilà. Donc, non, sans déconner, c'était rien de officiel, je trouve. Hein, mais enfin, jusqu'ici, objectivement, je suis d'accord pas avec tout le monde. C'est peut-être le meilleur monde ouvert qui a jamais été inventé, oui, ça c'est sûr. Non, mais voilà. Inventé, je dirais pas inventé. Assemblé. Oui, je vois ce que tu veux dire par le mot assemblé, oui. Okay. Ils n'ont pas inventé beaucoup de choses. Ils ont juste réussi à assembler pas mal de choses ensemble qu'ils avaient déjà fait avant, qu'ils ont récupéré sur d'autres. Assembler ou réassembler? Parce qu'au final, pour moi, Breath of the Wild n'est qu'un immense remake de Zelda. Oui, aussi. Alors, un remake très pimpé, très lustré, et avec des mécaniques inspirées de Dark Souls pour des raisons obscures qui ont été admises, que c'est inspiré de Dark Souls. Mais du coup, c'est un gros retour aux sources, et ils se sont dit, en gros, à chaque fois qu'un Zelda sort, le jeu, il a un truc. Ouais, Zelda 1, c'est ce que je voulais dire en conclusion aussi, ouais. Voilà, Zelda 1, c'est un jeu qui a défini l'exploration. Zelda 2, ils ont essayé d'en faire quelque chose de nouveau avec de l'exploration plus plateforme, ça n'a pas marché. Link to the Past, ils se sont dit, ok, d'accord, on va reprendre le concept de l'exploration, on va l'agrandir. On va créer un personnage qui évolue à travers son équipement, à travers son scénario. Link's Awakening, ok les mecs, on va décider de faire la même chose à un format plus petit, avec plus de scénarios, avec un impact important pour les joueurs. Je suis désolé, mais celui qui a fini le jeu et qui n'a pas chialé, c'est que c'est un monstre. Globalement, Ocarina of Time, les mecs, il faut révolutionner la 3D, non, il faut faire un truc. Majora's Mask, alors scénaristiquement, là par contre, on va faire des trucs de fou, parce que la 3D a été révolutionnée, mais là maintenant, on peut commencer à faire des trucs qui vont prendre les gens aux tripes. En fait, chaque jeu a son petit truc qui fait que, qu'on aimait ou pas aimé, on les a pas oubliés. Breath of the Wild, je pense qu'il a révolutionné par le visuel, à mon avis. Le fait qu'il puisse voir chaque chose au loin. Non. Ah si, ça c'était une idée de génie. Si, ça, oui. Ouais. Et voilà, c'est un open world. Enfin, GTA est sorti, ils ont créé un type d'open world. Il y a 1 milliard de gens qui ont copié GTA. Les mafias, j'ai pas d'autres exemples, mais il y en a plein. Enfin, comment il s'appelle ils ont une autre série là avec un président qui. Saints Row, merci. Saints Row, enfin, il y a plein d'autres jeux, les Earth Defense Force. GTA a créé un style, Ubisoft a sorti Assassin's Creed, plein de gens ont copié Assassin's Creed avec plein d'objectifs sur les cartes, ça par contre c'est le cancer. Et encore, c'est encore le cancer. A copié The Witcher 3 pour les Assassin's Creed dans le monde ouvert. Hein, exactement, donc du coup, ensuite Assassin's Creed 1 n'a pas pu copier The Witcher 3 vu qu'il n'était pas sorti. Non, mais je parle des vrais Assassin's Creed dans le monde ouvert, donc à partir d'Origins quoi. Oui, voilà. Ouais. Donc, du coup, il y a eu des tentatives, mais globalement, ensuite, Breath of the Wild a dit écoutez, papa est de retour. Maintenant, vous allez tous vous asseoir et vous allez observer comment faire. Ils ont pris le temps de le faire aussi. Ils ont pris le temps de dire. Bien sûr. Mais du coup, mais comme Assassin's Creed aurait dû. Hein. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui. Parce qu'après, on va dire Tears of the Kingdom, c'est un peu la même chose. Et Cause of Wisdom, ça viendra. On n'a pas encore vu. Mais je trouve que, effectivement, que par rapport aux autres séries comme Assassin's Creed, à chaque jeu, ou presque, il y a quelques exceptions, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et en fait, je comprends, moi, l'idée de... J'avais entendu dire qu'ils ne voulaient pas de timeline dans Zelda.
Et je comprends cette idée-là de, en fait, ils ont juste une histoire globale et à chaque fois ils regardent, bon bah qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de nouveau? Et en fait c'est juste, on a de nouvelles idées. Par contre, on ne se fait pas chier à recréer les personnages, un lore, on reprend le lore existant et on le remet. Ouais. C'est un peu ça, j'ai l'impression, en fait. Et Ils ont fini par pourquoi pas, sortir au final une chronologie parce que les fans le demandaient, etc. Mais je trouve qu'on est un peu là-dessus, en fait. Mais ça marche. Hmm. Et ils arrivent à faire les jeux TOTK alors Tears of the Kingdom. C'est Breath of the Wild en plus. En vrai, Tears of the Kingdom, je pense que c'est un avis que j'ai retrouvé un peu partout sur Internet aussi. C'est un DLC. La vraie mécanique en plus qui Ouais, donne je la suis un qualité peu au jeu, c'est d'accord la avec ça. construction. Mais ça dénature un peu, enfin la construction de véhicules, mais ça dénature vraiment un peu l'exploration qu'il y avait dans Breath of the Wild, je pense. Un peu plus organique. Tu passes trop d'heures à essayer de construire des trucs qui marchent plutôt qu'à explorer vraiment comme dans Breath of the Wild, peut-être. Tu vois. Ah ouais, c'est possible. Après, je pense que littéralement, c'est un meilleur jeu que Tears of the Kingdom. Le problème, c'est qu'il sort après, que Breath of the Wild, mais c'est qu'il sort après. Du coup. En fait, le truc, c'est que Breath of the Kingdom, quand même. Breath of the Kingdom. Il est tard. Breath of the Wild. Breath of the Kingdom ou Tears of the Wild. Breath of the Wild, c'est un jeu qui a eu un effet waouh et qui nous a tous emportés parce que quand on s'est lancé dedans, on s'est dit wow, putain, bordel de merde, quel jeu incroyable. Et du coup, on s'est tous beaucoup lancé à corps perdu. Je suis pas le genre de gars qui passe 100, 150 heures sur un jeu et pourtant j'en ai passé 300 dessus. Ouais, donc du ça, coup, c'est dire à quel point le jeu m'a pris au trip. Je l'ai fait 2 fois, une fois en normal, une fois en maître. Globalement, j'ai fait 2 fois les défis de l'épée. Enfin, ce jeu, et je l'avais recommencé en maître. Enfin, c'est un jeu qui est incroyablement dense, il y a un mode maître dans lequel on fait un milliard de trucs. Ouais, malheureusement, il n'y a pas de mode maître sur Tears of the Kingdom. Il aurait mérité de l'avoir d'office. Et le souci de Tears of the Kingdom, c'est que c'est plus de la même chose avec 2-3 trucs en plus. Et notamment, il y a eu un peu tromperie sur la marchandise avec les îles volantes, qui aurait vraiment pu être un ajout très intéressant au niveau exploration, mais qui malheureusement sont juste... C'est des mini-donjons, en fait, un peu comme l'ont été les donjons, sauf qu'il y en a déjà plus. Il y a des gros soucis sur l'histoire avec « Oh, les Shakers, je ne connais pas ». Et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui font que le jeu, il est un peu décevant sur certains points. Et quand tu as passé 300 heures sur le premier, et que globalement, c'est plus de la même chose, c'est un peu usant. C'est le même principe que les gens, beaucoup de gens, si vous regardez les stats Steam, beaucoup de gens n'ont pas fini The Witcher 3. Vous leur demandez, ils ont kiffé, ils ont adoré l'histoire, ils se sont baladés. Le truc, c'est qu'à faire un jeu tellement dense que tu en perds ton objectif principal, au bout d'un moment, tu te lasses. Et quand on t'explique qu'il faut que tu fasses encore 40 heures de la même chose, tu veux voir la fin du scénario, tu vas mater la cinématique de fin sur YouTube. C'est vrai que ça me fait flipper de refaire The Witcher 3 juste pour ça, parce que The Witcher 3, je l'ai fait quand il est sorti en 2015. Alors, je l'ai fait jusqu'au bout, j'ai kiffé, j'ai pas fait les DLC. Et là, j'aimerais presque le refaire 10 ans après, mais je sais que j'en aurais pour 100 heures, voire plus, donc ça me décourage un peu d'avance. C'est comme, j'avais regardé une vidéo très intéressante d'un vidéaste français qui parlait du coup de la fin, est-ce que c'est grave de ne pas finir un jeu, et il expliquait que son jeu préféré, c'était Persona 5, pardon. Persona 5, c'est un excellent jeu. Il dit, Persona 5, c'est un jeu vraiment très bon, je l'adore, on m'a demandé, est-ce que je le referais? Putain de bordel, jamais de la vie. Parce que je ne remets pas 120 heures dans le même jeu. Il y a d'autres jeux à découvrir, il y a d'autres jeux à faire. Et puis 120 heures, c'est long, quoi. Donc du coup, on ne va pas refaire 2 fois le même jeu. Et là, c'est le principe. C'est qu'au bout d'un moment, le même jeu plus... Qui est mort. Non, c'est juste une bouteille qui s'est cassée la gueule, je crois. Ouais. Okay, on t'a tous entendu. Hein. T'es sur Internet maintenant. Et du coup, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, c'est un peu ce principe-là. C'est que tu retournes après plusieurs mois d'inactivité sur un jeu sur lequel tu as déjà passé 300 heures et tu as un peu la flemme de refaire 300 heures de la même chose. C'est un peu dommage. Parce que les ajouts n'étaient pas suffisants. Même si les ajouts, pourtant, sont dingues. Mais une autre carte, un autre environnement, un autre scénario, pas une suite directe, ça aurait été la clé pour un succès bien plus foudroyant. Une vraie suite directe. Ou une vraie suite directe, mais avec une autre map, avec un autre univers, avec autre chose. Ils ont pas que des Korogu à retrouver. Ouais, ensuite, ça, on s'en fout, mais sur une autre carte, là, on réexplorait les mêmes environnements. Tu débarquais dans le désert, tu fais...
faut que je retrouve une tenue, mais cette fois, je sais plus où elle est. Alors que pour le coup, En fait, ils n'auraient pas dû repartir de la carte et ajouter des choses. Non, parce que par exemple, j'ai pas eu cette frustration-là quand j'ai fait mon mode maître, pour la simple et bonne raison que quand j'ai fait le mode maître sur le 1, après 150 heures sur ma partie en normale, je me suis dit, ok, maintenant j'ai besoin d'aller dans le désert, maintenant j'ai besoin d'aller faire ça. Je vais aller trouver la tenue, je sais déjà où elle est. Donc il n'y avait pas ce fait je me retrouve face aux mêmes obstacles, face aux mêmes environnements, mais je sais plus où se trouve la solution. Le truc, c'est que je sais que la solution existe. Je sais que la solution est là. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de fun parce que dans la première version du jeu, c'est « Ah putain, je suis dans un désert. Ah putain, mon personnage, il a chaud. Comment je vais me sortir de ça? Ah bah tiens, il y a des noix de coco, ça me permet d'avoir moins chaud. » Et du coup, derrière, « Oh putain, il y a une tenue. Oh la vache, elle coûte cher, il faut que je me la trouve. » Et du coup, tu avançais comme ça petit à petit. Là, tu sais que la solution existe. C'est juste que le jeu ne te l'a pas donné. Et c'est pas marrant. C'est un très bon jeu si tu n'as pas fait Breath of the Wild. Exactement. Je pense que les gens qui font Tears of the Kingdom avant Breath of the Wild diront que le jeu est supérieur. Et je pense sincèrement qu'ils auront raison, d'un point de vue purement technique. Oui, je pense. Je pense que c'est un meilleur jeu que Breath of the Wild, mais il souffre d'être la suite. Parce qu'au final, le jeu n'est sorti que 6 ans après, et 6 ans après, par contre... 6 ans, c'est quand même pas mal pour préparer un jeu, mais... Et c'est dingue, parce que quand on voit la mécanique de fusion, les fusions des armes... Ils ont pris 6 ans entre Skyward Sword et Breath of the Wild. Et c'est ça que je trouve qui est dommage. Enfin bref. Bon, on n'a pas parlé entre les deux. Il y a eu 2 Hyrule Warriors. Hein. Enfin, oui. Il y a eu Hyrule Warriors, le remake d'Hyrule Warriors sur Switch, et du coup Hyrule Warriors 2 Breath of the Wild, qui l'air du fléau, qui est scénaristiquement rigolo, mais en vrai, il est un peu... En fait, le jeu serait bien s'il n'en pas autant. Et au final, le scénario, c'est une boucle temporelle, donc on s'en fout. Au final. Ça, c'est dommage, par contre. Parce que le jeu, à la base, nous avait dit on va vous raconter ce qui s'est passé pendant la guerre de Ganon. Trop bien. Ah, mais en fait, c'est une version alternative où tous les persos vont survivre, et du coup, c'est parce qu'il y a une machine qui remonte dans le temps. Oh non, sérieux? C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. C'est de la merde. Je vais le faire, mais oui. Je viens de me décourager. Parce qu'il y avait des super idées. Il y avait des super idées. Tu peux contrôler les machines. Il y a plein d'armes rigolotes. Bon, Link est clairement l'entité supérieure, alors que c'est pas le cas dans Hyrule Warriors pour le coup. Mais du coup, il y a plein de bonnes idées comme ça. Tu récupères du coup tous les persos de la guerre, et comme il y a cette histoire de boucle temporelle, ensuite tu récupères d'autres persos qui sont des jeux d'après. Tu fais oh putain trop bien, il y a une espèce de casting plus. Tout ça pour qu'on dise qu'à la fin tout ça n'a servi à rien parce qu'en fait tu es dans une temporalité alternative. Voilà. Ok. Une petite conclusion. Bah ouais, écoutez, au final, on a répondu vraiment à la question. Je sais pas si on a répondu, mais enfin, plus au titre du grand format, en fait. Du coup, oui, chaque jeu a son impact, et au final, heureusement que Sonata a joué à tous les jeux, pour nous. Mais en vrai, c'est une série qui a excessivement impacté le monde du jeu vidéo, et plus que le monde du jeu vidéo aventure, de manière globale, le monde du jeu vidéo dans son intégralité. En fait. Puis c'est une des rares séries qui arrive à se renouveler quand même. C'est vrai que... Oui, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est fort. Il y a eu de la stagnation, notamment par exemple avec Princess n'est un peu qu'une version de Zelda 64. Forcément, il y a des ratés, forcément, il y a des expérimentations. Ça, c'est pas grave, il y a des ratés, tu vois. En fait, à part la trilogie de la honte, et encore dans la trilogie de la honte, en fait, il n'y a qu'un seul réel mauvais jeu. C'est une série qui n'a qu'un unique raté. C'est extrêmement rare. Mario en a plus que ça. Donc, c'est quand même vachement balèze. La seule série qui lui arrive à la cheville au niveau des ratages, c'est Metroid. Donc, au bout d'un moment, le niveau de compétence, il est là. Après, il vaut mieux avoir des ratages et tenter des choses que... Des ratages. Ouais, alors, je compte pas les Mario Sport. Je parlais vraiment des Mario. Mais oui, c'est en effet. Ouais, j'allais faire une comparaison avec Final Fantasy. Tu avais peut-être des ratages sur les dernières années, mais bon, au moins, ça reste des jeux dont... Ouais, mais alors, je suis persuadé que je vais aimer FF16, tu vois. Parce que ce sera un jeu avec le scénario qui va m'appliquer, et puis il y a le boss de Devil May Cry 5 dessus, genre chaud, tu vois. Dis-moi quand tu l'auras fait, ce notage, j'ai hâte de voir. Je vais pas l'acheter maintenant, je vais attendre qu'il baisse un peu de prix, mais oui, je vais clairement le faire. Mais ouais, je trouve que c'est un truc qui a eu de l'impact sur les jeux, sur l'industrie du jeu vidéo. Sur les anciens jeux, on avait peut-être moins confiance parce qu'on l'avait pas forcément formulé, mais sur Breath of the Wild, tout le monde le disait. De toute façon, il y a eu plein de copies de Breath of the Wild. Et en vrai, quand tu regardes en arrière, il y a eu plein de copies des autres jeux.
On les a pas forcément tous cités. True Story, l'un des jeux qui rapporte le plus au monde d'un point de vue de free-to-play, c'est un jeu qui copie lamentablement Breath of the Wild. C'est dire à quel point c'est un truc de ouf. Palworld copie Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est devenu un jeu qui a fédéré un nouveau type de monde ouvert. Elden Ring n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Breath of the Wild. C'est vrai. Pourtant, Elden Ring ne copie pas totalement Breath of the Wild, mais dans le côté guidage par le visuel, il copie de ouf. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est ça qu'on demande à une série, c'est de se renouveler et de faire des expériences comme ça. Et je pense que, comme on a parlé tout à l'heure, que c'est ce qui manque à Assassin's Creed, par exemple. Exactement. Et tu vois, à Zelda, on ne lui reproche pas grand-chose. Tears of the Kingdom, on lui reproche 2-3 trucs. Certains autres jeux, Link's, le deuxième. En fait, Tears of the Kingdom, tu peux rien leur reprocher. Hein. Tu peux lui dire, bah voilà, c'est plus du même jeu, mais en fait, c'est un impact personnel. Si tu es purement objectif, Tears of the Kingdom, c'est un jeu de fou. Un contenu dantesque. Alors, il y a quand même l'histoire. Comme il a été vendu comme une suite et qu'il fait quand même table rase de ce qu'il y avait avant. Oui. Ah, je sais pas, si objectif. Si le premier Assassin's Creed auquel tu joues de ta vie, c'est celui qui va sortir là, ou Valhalla, que tu as joué à aucun autre, objectivement, est-ce que c'est pas des bons jeux aussi? Oui, mais on ne va pas mentionner une scène assez poignante avec une histoire de dragon et une épée. Hein. Je n'en parlerai pas pour spoiler personne, mais Breath of the Wild, il peut aussi te prendre par les tripes. Hein. Donc, pardon, Tears of the Kingdom, il peut te prendre par les tripes. Donc, globalement, là-dessus, ils ont quand même fait plein de choses. Voilà, bon, je vous propose de conclure. Echoes of Wisdom, moi, personnellement, il ne me sauce pas plus que ça. Je le prendrai plus tard. Je le ferai très probablement. Le jeu a l'air bien. Aussi. Mais... Bon, j'attends de voir les gens y jouer. Je ne le prendrai pas spécialement. Moi, je le prendrai jamais. Moi, je suis juste très content qu'ils continuent à faire des Zelda classiques, en plus de probablement peaufiner un nouveau monde ouvert. Parce que le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils font une formule banger, au bout d'un moment, ils la quittent au bout de quelques jeux parce qu'ils savent que ça ne fonctionnera pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas beaucoup de jeux Zelda, qu'on n'a pas beaucoup de jeux Zelda de manière globale, en fait. Parce que globalement, ils essaient de sortir des jeux... C'est une série qui n'a pas forcément le droit beaucoup à l'erreur. Donc... quelle sera la prochaine formule? On ne sait pas. Ce sera probablement un banger, ou ce sera un échec colossal, ou ce sera un truc classique, on se fera chier. Un jeu qu'on n'a pas cité, qui a le mérite d'exister, qui est sorti entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ou peut-être un peu avant, je crois. Non, je crois que c'est entre ces deux-là. C'est Cadence of Hyrule, qui lui aussi est une étrangeté, puisque du coup, c'est un jeu... Il n'est pas fait par Nintendo, c'est plus... Non, mais... C'est plus une boîte qui a demandé... Oui, mais au final, ils ont bossé avec Nintendo et comme pour Breath of the Wild, ils ont bossé avec Obsidian. Obsidian, qu'est-ce que je raconte C'est un Monolith. Monolith, bordel de merde. Avec Monolith Studio. Et du coup, Cadence of Hyrule, voilà, qui a un total Zelda aventure avec une notion de rythme, hein, que j'ai pas fait juste parce que je suis une grosse daube à Crypt of the Chronomancer. Bref, donc... Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Probablement des jeux dérivés, probablement pas Crossbow Training, que je n'ai pas cité, parce que lui, c'est une tâche aussi. Non, mais des remakes et puis des nouveaux jeux, on verra peut-être en 2030, du coup. Ouais. Ah, je pense que ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en attendant, on va avoir Echoes of Wisdom, on va ensuite avoir... peut-être Wind Waker sur la Switch. Ouais, sur Switch. Sur Switch, je l'attends celui-là, parce que celui-là, si on a la version Wii U sur Switch 2... Mais oui, souvent, dernièrement, c'était les Zelda qui annonçaient les nouvelles consoles. Hein. La Wii, du coup, ça a été Twilight Princess avant Mario. Sur GameCube, c'était Mario pour le coup, mais ensuite, ça a été Zelda. Et pour la Switch, donc ça fait 2 générations de consoles où c'est Zelda qui met le tempo. Est-ce que pour la prochaine, ce sera Zelda aussi qui met le tempo? Est-ce qu'ils ont le 2, c'est mort. Pour la Switch, c'était Mario. C'était la Wii U. Non, parce qu'il est sorti sur Switch, Breath of the Wild, il est sorti avant Mario Odyssey. Mario Odyssey est sorti bien après. Wii U, à la base. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Oui, certes, c'est pas des exclus, mais quand même, c'est l'argument. Il a fait vendre la Switch. Oui. Bah oui, moi. Les gens l'étaient achetés la Wii U. La Switch, on me l'a offert parce qu'il y avait Zelda dessus, pas parce que j'attendais le prochain Mario. Donc, peut-être un Zelda Star avec 3 jeux comme Mario. Ouais, bah si c'est pour les pays 80 balles. Ouais, non. Même si c'est Wind Waker ? Non. Mon avis, Ta gueule. Le fer de lance. Il achète direct. Le fer de lance, ce sera un jeu unique, je pense, que le fer de lance de la prochaine console. Ce sera probablement Metroid Prime.
Ouais, exactement. Ce sera Metroid Prime 4. Donc, Même si je pense que c'est peut-être pas le bon choix. Hein. Je suis pas sûr que. ouais, je suis d'accord. Autant vendre qu'un Mario ou un Zelda. C'est pas la série, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, Metroid fait pas beaucoup de ventes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça serait un bon moyen de relancer la série, au contraire. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Stalas. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas. Par contre, ce que dit Stalas, c'est intéressant. C'est que il y a un monde où ça peut vraiment être bénéfique pour la série Metroid. Rendez-vous en février-mars déjà pour savoir ce qui. Metroid Dread a déjà fait beaucoup de bien, le remake de Metroid Prime aussi. À voir. Sinon, c'est que le prochain Xenoblade, ce sera le fer de lance et ça, ce sera incroyable. Sur ce, c'est sur ces bons mots qu'on va s'arrêter, je pense. Ouais, je pense aussi. Je vous propose de conclure du coup. Bah, on a Vous voulez conclu. une petite anecdote darwinesque bien naze? Vas-y. Vas-y, maintenant que tu l'as lancé. Hein. Allez, fini. Il y a 2 peuples dans l'univers de Legend of Zelda qui sont liés Ah putain. dans leur évolution. Vous savez lesquels? Ta mère et ton père. Les La Piaf, gueule, les Piaf et les Kokiri, non? Non, les Piaf et les Non. Zora. Et les Ah oui, j'ai Oui. vu cette histoire. Le peuple des Piaf, qui s'appelle Ritu d'ailleurs, enfin Lito d'ailleurs en japonais, qui est quand même très proche de la princesse Lito, qui était la princesse des Zora dans Ouais. une des grandes sages dans Clan Hotel. Et bah, c'est les ascendants des Piaf. Les Piaf sont des descendants des Zora, si vous préférez dans ce sens-là, suite à l'inondation d'Hyrule par la mer. C'est ça. Ok. Des poissons ont évolué en Piaf parce que le monde était recouvert de flotte. On n'a pas dit que c'était logique. J'avoue Le truc improbable. J'avoue. Très bien. Merci pour cette anecdote, mon cher Stalas. Bon, bah sur ce, merci à tous pour ce soir. Merci aux viewers d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, bonne soirée à tous et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. 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 Bonne soirée à tout le monde.